Droit de la famille, chapitre 31, première partie. Les fiançailles. Les fiançailles qui commencent à l'article 90 du Code civil. Il y a peu d'articles là-dessus parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de protection pour ça. Il se trouve dans le deuxième livre du Code civil puisque le premier livre, c'est le droit de la personnalité que nous avons déjà vu. Qu'est-ce que c'est que ce droit des fiançailles ? C'est un contrat. Les fiançailles, ce n'est pas une fête, c'est un contrat. Un contrat par lequel on se promet le mariage. Il n'y a pas de forme particulière pour cela. Pas besoin de l'écrire, pas besoin d'aller devant notaire. Il y a une œuvre, il y a une acceptation, il y a contrat. Veux-tu te marier ? Je veux me marier. Il y a un contrat de fiançailles. Un mineur peut se fiancer également, seulement si les représentants légaux y consentent. En revanche, si on veut rompre les fiançailles, même si on est mineur, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de consentement des représentants légaux, car cela fait partie des droits strictement personnels, selon l'article 19c du Code civil que l'on a déjà vu en droit de la personnalité. À quoi ça sert d'avoir des règles pour le contrat de fiançailles ? Eh bien, c'est utile uniquement s'il y a rupture des fiançailles. Les fiançailles ne durent qu'un temps. Soit on se marie, soit il y a rupture. Mais ça ne dure pas. Les fiançailles sont un contrat révocable, donc on peut rompre, mais il y a des conséquences. Par exemple, on va rendre les cadeaux qui sont faits dans le cadre des fiançailles. Puisqu'il s'agit d'un contrat, si on a fait les cadeaux dans le cadre de ce contrat, on rend les cadeaux. En revanche, les cadeaux qui sont faits en dehors de ce contrat, les cadeaux d'usage, Noël, anniversaire, etc., on n'a pas besoin de les rendre car ils ne font pas partie du contrat. Autre chose que l'on voit à l'article 92 du Code civil, les fiançailles, eh bien, c'est le moment adéquat pour pouvoir faire des dépenses ou contracter des obligations pour pouvoir faire le futur mariage. La robe de mariée, le traiteur, l'orchestre, etc. Tout cela coûte cher ou peut coûter cher. Eh bien, s'il y a rupture de fiançailles, on peut demander une participation financière. On dit participation financière appropriée, c'est une notion juridique indéterminée, car tout cela dépend des circonstances de la rupture. Les conditions du mariage, à quelles conditions est-ce que l'on peut se marier ? Eh bien déjà, il faut être majeur, 18 ans, et capable de discernement. Nous avons déjà vu cette notion lors du droit de la personnalité. Il faut être capable de comprendre la situation et de pouvoir se déterminer en fonction de cela. Qui peut-on épouser ? Eh bien évidemment pas ses parents ni ses enfants. C'est la prohibition de l'indirect. On n'épouse pas non plus ses frères et sœurs, qu'ils soient de même père et mère, du même père ou de la même mère, que ce soit aussi des enfants de sang ou des enfants adoptés. Et en outre, les enfants adoptés gardent cette prohibition non seulement par rapport à leurs parents d'adoption, mais aussi leurs parents de sang. Interdiction de la polygamie, on ne peut pas épouser plusieurs hommes, on ne peut pas épouser plusieurs femmes. Ces conséquences de tout cela, c'est qu'il faut prouver qu'on est soit célibataire, soit veuf, soit divorcé. Les articles 97 et suivants expliquent la procédure, ce que l'on appelle la procédure préparatoire. Attention, si on veut se marier de manière religieuse, on doit obligatoirement passer d'abord à la mairie. Le mariage civil doit précéder le mariage religieux. Afin d'éviter les mariages forcés, les fiancés sont interrogés séparément, généralement dans la joie et la bonne humeur, et chacun a un témoin, majeur et capable de discernement, et la procédure est publique, la cérémonie est publique, que tous puissent voir ce qu'il se passe. Petite remarque à propos de l'article 98 alinéa 4 qui proscrit en fait le mariage pour des personnes qui n'auraient pas les papiers pour être en territoire suisse. Sauf qu'il y a eu un arrêt du tribunal cantonal comme quoi ce n'était pas autorisé, que ce serait contraire
aux droits de l'homme qui n'interdit pas le mariage, qui donne la possibilité à tout le monde de pouvoir se marier. Voyons si par la suite ça arrive au tribunal fédéral, ce qui pourrait avoir des conséquences sur cet article. Ils ont quand même réussi à se marier, alors que normalement ils ne devaient pas se marier. Est-ce que l'on peut l'annuler ? Oui, il y a des possibilités d'annulation du mariage. Il y a des causes absolues et des causes relatives. Commençons par les causes absolues. Articles 105 et 106 pour l'action. Ces articles ne sont pas munis d'alinéas, mais de chiffres. On parle de chiffres quand il y a des grands chiffres arabes. Ce sont des chiffres et non pas des alinéas. On montre, chiffre par chiffre, les possibilités d'annuler le mariage. Par exemple, interdiction de la polygamie, l'époux était déjà marié, donc on annule. Ou alors il était incapable de discernement de manière durable et non pas de manière passagère. Dans ce cas-là aussi, on va annuler le mariage. Et malheureusement, on découvre au moment du mariage qu'on a épousé son demi-frère, sa demi-sœur qu'on ne connaissait pas jusque-là. Eh bien, c'est une prohibition en raison de la nature d'un lien de parenté. On annule le mariage. Là, c'est ce qu'on appelle le mariage blanc. On annule car c'était uniquement pour les papiers. En outre, c'est une infraction pénale. Le mariage était conclu en violation de la libre volonté des époux. On parle de mariage forcé. Hélas, oui, ça existe encore. Et enfin, si un des époux était mineur, là aussi on va annuler le mariage. Sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant commande de maintenir le mariage. Là, on va voir chaque fois au cas par cas. Comment fait-on ? Ce qu'on appelle une action, elle peut être intentée par toute personne intéressée juridiquement, et d'office par l'autorité cantonale. Quand ça ? Délai en tout temps. Voyons maintenant les causes relatives à partir de l'article 107. Chiffre 1, c'est le même principe que l'article 105, ce sont des chiffres. Lorsqu'il était incapable de discernement pour une cause passagère, mais depuis, eh bien il est revenu à lui-même, elle est revenue à elle-même, tout va bien, donc on n'a pas besoin, ce n'est pas une obligation d'annuler le mariage, en revanche, on a la possibilité d'annuler le mariage. C'est une cause relative. Chiffre 2, on ne s'est pas marié avec la bonne personne. Voilà, je voulais me marier avec Tom et je me retrouve avec Jules, son frère jumeau. Je me suis trompée. Là, on peut annuler le mariage, mais ce n'est pas obligatoire. Ou alors, des relations qui se sont faites sur Internet, à distance, et se sont jamais vus. Ils arrivent au mariage et ce n'est pas la bonne personne qui arrive. Là aussi, on s'est trompé de personne. Les qualités personnelles essentielles de son conjoint, là c'est aussi à voir selon le cas. Qu'est-ce qui est essentiel ? Qu'est-ce que c'est que les qualités personnelles ? Ce sont des notions juridiques indéterminées et à voir en tribunal, à voir avec le juge si c'est considéré comme essentiel ou pas. Action. Le demandeur doit intenter l'action dans un délai de 6 mois dès le moment où il réalise qu'il y a un problème. En tous les cas, 5 ans. Si au bout de 5 ans, il réalise que son conjoint, son futur conjoint, au moment du mariage, était complètement saoul et qu'il n'était pas capable de discernement, c'est trop tard. À ce moment-là, il va falloir passer par le divorce. Les voilà mariés. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Eh bien, on parle des effets du mariage, les effets généraux du mariage à partir de l'article 159. Qu'est-ce que ça fait d'être marié ? Déjà, cela crée l'union conjugale. L'union conjugale, c'est une coopération entre deux personnes. Les époux s'obligent à assurer la prospérité d'un commun accord. Il n'y en a pas un ou une qui va être supérieur à l'autre. Ils pourront ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. S'ils en ont, ce n'est plus obligé.
Ils se doivent fidélité et assistance. Pourquoi j'ai mis en gras assistance? Parce que finalement, on a décidé que le juge n'avait pas à se mettre dans le lit conjugal. Et que oui, ce serait bien qu'il soit fidèle, mais on ne va pas sanctionner cela. En revanche, l'assistance, là, on y tient un petit peu plus. Le nom. Il n'y a plus de nom composé. Il y a un seul nom. Chacun garde son nom, ou alors on choisit un des deux noms, mais un des deux noms de célibataire, évidemment. Je ne vais pas donner à mon futur époux le nom de mon ex. Les enfants portent le nom commun ou un des deux noms de célibataire. Le droit de cité, c'est-à-dire d'où on vient. Est-ce qu'on vient de Genève, de Lausanne, de Saint-Gall? Avant, l'épouse prenait le droit de cité du mari. Maintenant, chacun garde son droit de cité. La demeure des époux. On va choisir ensemble la demeure en commun, puisqu'il n'y a pas l'un ou l'autre qui est supérieur à l'autre. Et ce logement est protégé, que l'on soit propriétaire ou locataire. Qu'importe, c'est protégé. Si on est locataire, par exemple, le bailleur, s'il doit résilier le contrat, il doit signifier aux deux, et non pas uniquement à la personne qui a son nom sur le contrat. Entretien de la famille. Les deux contribuent à l'entretien de la famille. Et ils conviennent ensemble des prestations à pourvoir. Peut-être que quelqu'un n'a pas envie de travailler. Est-ce que l'autre est d'accord? Oui, non, ok. On va regarder aussi avec le pourcentage de travail de chacun et de ce qu'ils font aussi dans le logement. Les prestations sont jugées équivalentes. Qu'importe si l'un arrive avec un revenu de 10 000 francs et l'autre ne travaille pas du tout. Enfin, de manière rémunérée, je veux dire. C'est équivalent. Si un des deux est à la maison, a décidé de ne pas avoir de travail rémunéré et s'occupe de la maison, de l'appartement et des enfants, il a droit à un montant à libre disposition. Avant, on appelait ça l'argent de poche, c'est un peu discriminant. Ce qui fait que maintenant, on parle de montant à libre disposition. Il en fait ce qu'il veut. Car évidemment, comme il ne gagne pas d'argent, s'il a envie d'aller boire un café ou quelque chose, eh bien, il dépend de son conjoint. Donc, il faut qu'il ait un petit peu de sous. L'article 165 est important pour les couples où, par exemple, il y en a un des deux qui a monté une entreprise et l'autre dit « Bon, bah écoute, je vais faire la compta, je vais faire la secrétariat, etc. » et ne se fait pas payer, n'est pas salarié. Eh bien, cette personne-là a droit à une contribution extraordinaire qui sera utile puisque cette personne n'est pas salariée. Les effets du mariage, article 166. Est-ce qu'on est responsable des dettes de l'autre? Alors attention. Dans le régime matrimonial légal, dans tous les effets du mariage par ailleurs, de toute façon, j'ai dit une erreur, eh bien chaque époux représente l'union conjugale. Ça veut dire que l'autre va devoir aussi payer la facture, mais uniquement dans des cas bien précis. Par exemple, pour les besoins courants. Je vais acheter à crédit un nouveau lave-vaisselle, par exemple. Ça fait partie des besoins courants. Là, on peut poursuivre les deux. Ou alors, l'autre était d'accord. J'ai acheté une nouvelle voiture qui ne nous était pas utile, ou des vacances qui n'étaient pas forcément pour toute la famille, quelque chose qui est extraordinaire, mais l'autre a accepté, il a autorisé. Dans ce cas-là, on peut donner la facture aux deux. Ou alors l'affaire ne souffre aucun retard et c'est pas possible de contacter l'autre. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est voilà, nous sommes en pleine montagne et puis un des enfants qui a un accident, il faut appeler l'hélicoptère. On n'a pas l'assurance pour ça, ça va coûter très cher. Impossible de contacter l'autre conjoint et puis voilà, il faut le sauver, sinon c'est non-assistance à personne en danger. Alors on y va. On appelle l'hélicoptère, ça va coûter très cher. Mais on va pouvoir quand même donner la facture aux deux. En dehors de cela, chacun est responsable de ses dettes. Choix de la profession. Là aussi, on se dit que dans l'union conjugale, on est censé être ensemble, on est censé collaborer. Donc si on veut changer de profession et que ça a un aspect, des conséquences importantes sur le revenu de l'union conjugale et sur l'organisation de l'union conjugale, il faut avoir des égards à l'égard de son conjoint. Il faut en parler.
devoir de renseigner. Si je me doute que mon conjoint a peut-être des dettes, ou peut-être au contraire qu'il gagne beaucoup plus que ce qu'il n'affirme, j'ai le droit de savoir ce qu'il en est. C'est l'article 170. Ce qui n'est pas couvert par l'article 170 dans mon devoir de renseigner, ce sont les secrets professionnels. Je ne peux pas, si mon mari est avocat, notaire ou médecin ou ecclésiastique, je ne peux pas lui demander ce qu'il a acquis comme information sous le sceau du secret. Nous verrons en classe également ce qu'on appelle les MPUC, c'est-à-dire les mesures de protection de l'union conjugale, qui peuvent aussi être utiles dans le cas de problème. Si on a envie de continuer, ça permet d'organiser la vie séparée pendant un temps, ou si au contraire, on envisage le divorce et ça permet de tester aussi la vie séparée. Et ce sera tout pour aujourd'hui.